Bienvenue dans Paris Direct, il est 14 h ici à Paris. Dans l'actualité de ce mercredi, Auf Wiedersehen Merkel, la chancelière allemande quitte son poste et passe la main à Olaf Scholz. Le social-démocrate a été élu ce matin au Parlement. Il gouvernera avec les Verts et les libéraux. Il sera vendredi à Paris et à Bruxelles. On en parle avec notre invité dans un instant, Hans Stark, professeur de civilisation allemande à la Sorbonne. Emmanuel Macron est en campagne. Le président est attendu ce mercredi à Vichy, capitale du régime de Pétain pendant la Seconde Guerre. Un déplacement et un message adressé au candidat d'extrême droite Éric Zemmour. C'est le décryptage de Roselyne Febvre. Qui est le Saoudien arrêté hier à Paris-Charles de Gaulle? Des vérifications sont en cours. Son identité n'est pas claire. Hier, il était présenté comme l'un des tueurs présumés du journaliste Jamal Khashoggi. Il devient donc le 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Olaf Scholz a été élu par les députés ce mercredi au Bundestag. Son mandat commencera officiellement cet après-midi à 15 h. Angela Merkel lui remettra alors les rênes du pays. Résumé de cette matinée de transition avec Florent Rodeau. L'ovation dure de longues secondes. Main levée, le social-démocrate Olaf Scholz vient d'être élu 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, refermant ainsi les 16 ans de l'ère Merkel. Dans l'enceinte du Bundestag, les applaudissements des élus, réunis depuis 9 h du matin, sont nourris. L'ancien chancelier Gerhard Schröder, mentor d'Olaf Scholz, est là pour assister à sa consécration politique. Après la prestation de serment, Olaf Scholz a présenté sa nouvelle équipe, un gouvernement résolument pro-européen et paritaire, une première en Allemagne. 8 hommes, 8 femmes, dont certaines accèdent à des postes clés, à l'image de la social-démocrate Christine Lambrecht au ministère de la Défense, ou bien encore de l'écologiste Annalena Baerbock aux Affaires étrangères. Les libéraux, 3e membre de la coalition aux côtés du SPD et des Verts, héritent notamment du portefeuille des finances. Manque désormais une étape, et pas des moindres, la passation de pouvoir avec Angela Merkel à la chancellerie dans l'après-midi. Olaf Scholz l'a dit, il se rendra dès vendredi à Paris, où il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une nouvelle page pour le couple franco-allemand, souvent qualifié de moteur de l'Union européenne. Et à peine installés, les ministres allemands vont affronter la crise sanitaire. 93 000 nouveaux cas rien qu'hier. La vaccination devrait être obligatoire l'an prochain. D'autres défis attendent la nouvelle équipe. On voit cela avec Julien Gall. Le premier défi d'Olaf Scholz, c'est celui du climat. La nouvelle coalition fixe désormais la sortie du charbon à 2030 et non plus 2038. L'Allemagne entend réduire de 65% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2045. Pour incarner ce programme environnemental ambitieux, le nouveau chancelier a nommé l'écologiste Robert Habeck à la tête d'un super ministère qui alliera économie et écologie avec un budget inédit supérieur à 10 milliards d'euros. Il est important pour nous de développer une stratégie de modernisation industrielle en abordant tous les problèmes liés au changement climatique. De nombreux investissements en matière d'énergie donc, et dans le même temps, un objectif de rigueur budgétaire incarné par le chef de file du Parti libéral, Christian Lindner. Olaf Scholz devra donc maintenir la cohésion entre les deux hommes en alliant réduction de la dette et enjeux climatiques. Ces défis devront être relevés sur fond de pandémie. L'ex-maire d'Hambourg doit faire face à un défi de taille, la flambée de l'épidémie de coronavirus en Allemagne. La nouvelle équipe gouvernementale a accepté l'idée d'une obligation de vaccination qui pourrait être votée dès cette semaine, avec une entrée en vigueur début 2022. Enfin, autre ambition affichée par le gouvernement, l'Europe. Le contrat de coalition plaide pour un État fédéral européen. Berlin veut aussi relancer le dialogue franco-allemand. Comme de nombreux chanceliers avant lui, Olaf Scholz se rendra en France pour sa première visite officielle à l'étranger. Il rencontrera ce vendredi Emmanuel Macron à Paris.
Et bonjour Hans Stark, merci de répondre à France 24. Vous êtes professeur de civilisation allemande à la Sorbonne et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI. D'abord, c'est le grand départ pour Angela Merkel, 16 ans de règne. Qu'est-ce que vous retiendrez d'elle en termes de réformes ? En termes de réformes, en réalité, pas grand-chose, parce que les réformes ont été mises en place, les réformes économiques et sociales, avant son arrivée en 2005. Par contre, ce qu'on retient d'Angela Merkel, ce sont peut-être deux choses. Un, une vraie résilience face à un nombre absolument gigantesque de crises majeures qui se sont abattues pas que sur l'Allemagne, sur l'Europe, crise sanitaire, crise économique, crise géopolitique nombreuses. Et donc, elle a contribué à piloter le navire Europe à travers ces crises. Donc, elle a, de ce point de vue-là, à mon avis, elle a laissé un impact positif. Il y a évidemment aussi le chapitre de migration. Oui, l'accueil des 1 million de migrants, notamment les Syriens en 2015. Qu'est-ce qui fait sa popularité après 4 ans de mandat ? C'est son style, avant tout. Peut-être aussi le sentiment de sérénité et de stabilité qu'elle a dégagé tout au long de ses 16 ans au pouvoir. C'est une femme qui n'avait pas d'idéologie, pas de programme idéologique. Elle a résolument gouverné au centre, ce qui lui a permis aussi de drainer des voix auprès du SPD pendant ces 16 années. Et puis d'avoir aussi conquis pour son parti, les chrétiens démocrates, une partie d'un électorat plutôt urbain, diplômé, académique, qui ne vote pas forcément à droite. Donc, de ce point de vue-là, elle a quand même permis à son parti de voler de succès en succès, et surtout, elle est restée très populaire. Elle est aujourd'hui encore la dirigeante politique en Allemagne la plus populaire après 16 ans de règne, 16 ans de pouvoir, ce n'est pas rien. Et elle va donc passer la main dans 1 heure à Olaf Scholz. Les Allemands ont choisi ce social-démocrate. C'est le choix de la continuité ? Oui, parce qu'Olaf Scholz s'est lui-même placé dans une logique de continuité par rapport à Angela Merkel. D'ailleurs, c'était son pari pour gagner les élections. Il a bien compris pour convaincre les électeurs et pour les séduire, il fallait qu'il se présente en sorte de presque de Merkel bis. Et en même temps, parce qu'il y a beaucoup de en même temps dans ses stratégies, en même temps, il a résolument axé son programme sur le thème de la modernisation et du respect social. C'est à la fois, ce sont les deux axes de son programme. Respect social, cela veut dire moins de précarité, coup de pouce au SMIC, construction de logements, quelques 400 000 par an, investissement massif pour réussir le tournant énergétique, et en même temps un programme qui vise la modernisation industrielle et économique de l'Allemagne. Et pour cela, il va s'appuyer évidemment sur Christian Lindner, qui est son ministre des Finances. Donc s'il fait du en même temps, il s'entendra forcément avec Emmanuel Macron ? Il y a de fortes chances pour que les deux s'entendent, même s'il y a évidemment aussi des divergences, par exemple sur les questions de défense et de sécurité. Alors, j'écoute mon propre écho. On vous entend très bien. Désolé pour la gêne, mais nous, ça va. Je continue parce qu'il faut que je me concentre. Alors, sur les questions de défense et de sécurité, il y a deux divergences entre Français et Allemands. Sur les questions d'exportation d'armement, par exemple, le programme de vente de Rafale, qui était salué comme un très grand succès en France, aurait été conçu comme quelque chose d'impossible en Allemagne, ou en tout cas d'inacceptable. Donc sur les questions de défense et de sécurité, les Allemands resteront en retrait, peut-être même un peu plus encore que sous le précédent gouvernement, et dans un contexte de crise géopolitique, ça peut être un handicap. Il y a 3 partis donc qui vont participer à cette coalition, les sociodémocrates bien sûr, les Verts et les libéraux. C'est donc la première fois qu'une telle coalition est au pouvoir en Allemagne. Est-ce qu'elle est assez solide et apte à diriger tout le mandat pendant 4 ans ? C'est ce qu'on verra d'abord. Eux-mêmes, ils se placent dans une logique non pas de gouvernement de transition en attendant les prochaines élections, mais au contraire, les 3 partis ont déjà signalé leur volonté d'aller jusqu'au bout de ce mandat et de se présenter pour être réélus. Donc on est vraiment là dans une logique, une volonté de gouverner ensemble, pas seulement à court, mais à moyen, voire un peu même à long terme. Donc ça, c'est plutôt un gage de stabilité. Je pense aussi que les libéraux, qui sont normalement plus proches des chrétiens démocrates, n'ont pas tellement d'autres choix, parce que le parti d'Angela Merkel est en grande difficulté actuellement. Donc je pense qu'il y a des chances pour que ce gouvernement puisse réussir au-delà des 4 ans qui viennent, s'il maintient les équilibres entre les 3, à savoir
avec son axe social voulu par le SPD, son axe résolument pro-environnement et pro-lutte contre le changement climatique, et puis aussi un axe libéral de soutien à l'économie allemande et aux entreprises. Merci beaucoup Hans Stark d'avoir répondu à nos questions à 1 heure donc, de la passation de pouvoir entre Angela Merkel et Olaf Scholz en Allemagne. Je rappelle que vous êtes professeur de civilisation allemande à la Sorbonne et conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI. Et puis, si vous êtes nostalgique de l'ère Merkel, eh bien rendez-vous sur france24.com. Sébastien Sept nous a préparé un web documentaire qui revient justement sur les 16 années de la chancelière. Voilà Merkel qui s'en va, mais rien ne change en apparence. Olaf Scholz réserve son premier déplacement à Paris. Il rencontrera Emmanuel Macron donc vendredi à l'Elysée. Le président français a salué son élection. Il promet d'écrire la suite ensemble, dit-il. Encore faudra-t-il pour lui d'être réélu. Le président n'est toujours pas candidat, mais il est clairement en campagne. Il prévoit d'aller à Vichy ce mercredi. Et avant son déplacement, il a prévenu « Gardons-nous de manipuler l'histoire ». Une allusion à Éric Zemmour qui réécrit la Seconde Guerre mondiale. Il avait affirmé que le maréchal Pétain avait protégé les juifs français et donné les juifs étrangers. Alors que dit l'histoire de Vichy ? Jeanne Assouli est allée sur place. Difficile en évoquant Vichy de glisser sous le tapis les 4 années noires de son histoire. De 1940 à 1944, Vichy devient la capitale du régime de Pétain. Un régime xénophobe et antisémite. Depuis, seuls 2 présidents de la République s'y sont rendus. La dernière visite, c'était celle de Valéry Giscard d'Estaing en décembre 1978, mais à aucun moment il n'évoquera le régime de Pétain. En revanche, 19 ans plus tôt, la venue du président Charles de Gaulle à Vichy revêt un symbole particulier. Pour lui, l'homme de la France libre, déchu et condamné par le gouvernement de Vichy, l'heure était au rassemblement. Il y a un peu d'émotion pour moi à me trouver officiellement à Vichy. Vous en comprenez les raisons, mais nous enchaînons l'histoire. Nous sommes un seul peuple, quoi qu'il nous soit arrivé. Les péripéties ont pu être ce qu'elles furent, les événements ce qu'ils ont été. Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je l'ai dit. Emmanuel Macron sera cet après-midi le 3e président de la République à s'y rendre. Pour cet historien, cette visite n'est pas un hasard. Le passé joue un rôle crucial dans la campagne actuelle parce que c'est à partir de la lecture qu'on en a qu'on peut imaginer la France de demain. Donc Vichy, c'est un moment dramatique, c'est un moment de tension extrême et c'est là-dessus que les débats portent depuis plusieurs décennies et c'est pour cela que Emmanuel Macron veut porter son propre regard sur l'histoire de Vichy. Ici, les Vichysois n'oublient pas l'histoire, mais souhaitent tourner la page. L'histoire, c'est l'histoire. On ne va pas gommer l'histoire, mais on va faire autre chose et on va dépasser ça. Et surtout pour toutes les générations à venir. 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Vichy, c'est un passé qui ne passe toujours pas. Et Roselyne